Et si je te disais que j'ai grandi dans une maison où le silence criait plus fort que les coups? Et si je te disais que mon propre frère m'a volé quelque chose que je n'ai jamais pu retrouver et que mes parents ont fait semblant de ne rien voir? Et si je te disais que pendant près de 70 ans, j'ai porté un secret si lourd qu'il a plié mes épaules, fissuré ma voix et dessiné des rides avant l'âge? Mon nom est Clémence Maréchal. J'ai 84 ans et je suis née dans un petit village du sud-est de la France, un endroit entouré de collines sèches, de terre rouge et d'un silence que même le vent respectait. Là-bas, tout le monde se connaissait, tout le monde saluait et tout le monde taisait. Je n'étais qu'une gamine quand c'est arrivé. À peine 13 ans, l'âge où on rêve encore de poupées, de cerfs-volants, de devenir institutrice ou chanteuse. Mais moi, j'ai appris à cet âge-là que certains rêves s'éteignent avant même de naître. Ma mère s'appelait Solange, une femme droite, croyante, respectée au village. Elle avait toujours un fichu noué autour de la tête et un regard dur comme la pierre. Mon père, Gérard, était un homme taiseux qui sentait la sueur et le tabac et ne levait les yeux que pour vérifier si l'assiette était pleine. Et puis il y avait Marc, mon frère aîné de 6 ans. Beau garçon, regard sombre, toujours le préféré de ma mère. Moi, j'étais la petite sensible, celle qui pleurniche pour un rien. Et pourtant, c'est dans notre vieille maison, au bout d'un chemin de terre, que tout s'est joué. Une nuit, une seule, a suffi à tout briser. J'entends encore le bois craquer sous ses pas, le froid entrer dans la pièce, et cette sensation de ne plus être un corps, mais une chose, une poupée en chiffon, une ombre, un silence. Je me souviens avoir supplié du regard, mais il n'y avait personne pour voir, personne pour entendre. Le lendemain matin, j'ai cru que c'était un cauchemar. Mais ma robe tachée, mes jambes qui tremblaient et le regard fuyant de Marc m'ont rappelé que non, ce n'était pas un rêve. C'était le début de mon enfermement. J'ai voulu parler, j'ai osé, j'ai murmuré à ma mère que Marc m'avait fait du mal. Elle m'a giflé, une claque sèche, sans un mot. Puis elle m'a dit « Ne redis jamais ça. Tu entends? Tu veux ruiner cette famille? Tu veux être maudite ?» Je ne savais pas ce que voulait dire maudite, mais je savais que j'étais déjà punie. Les jours suivants, tout est redevenu normal, sauf moi. Moi, j'étais éteinte. J'avançais comme un fantôme. À table, je ne parlais plus. À l'église, je priais 100 fois. Et quand, 2 mois plus tard, j'ai vomi mon déjeuner et senti mes seins gonfler, j'ai compris que quelque chose grandissait en moi. J'étais enceinte de mon frère. À 13 ans, j'ai voulu mourir. Je me suis assise un soir au bord du puits, les pieds dans le vide, espérant qu'une voix me pousse, qu'un ange me prenne. Mais il n'y a eu que le vent et le silence. Ce silence, je l'ai gardé pendant des décennies. J'ai élevé une fille sans jamais lui dire d'où elle venait. J'ai survécu au jugement, aux messes hypocrites. « Oh, tu as fauté, Dieu te punit !» Mais aujourd'hui, à 84 ans, je refuse de mourir avec ce poids. Je veux parler, je veux qu'on sache. Je veux que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules. Alors si tu m'écoutes, reste jusqu'au bout. Écoute chaque mot, chaque souvenir, chaque cri étouffé. Et si toi aussi tu portes un secret, une honte qui n'est pas la tienne, je te demande de commenter cette vidéo avec la phrase suivante. Je refuse de mourir en silence. Aime cette vidéo, partage-la et abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'ici, chaque histoire compte. Et la mienne, comme la tienne, mérite d'être entendue. Le village où j'ai grandi s'appelait Saint-Martial-sur-Lure, un petit coin presque oublié dans les montagnes de Haute-Provence. On y comptait à peine 400 âmes, 2 boulangeries, une école, une église et beaucoup de secrets. Tout le monde connaissait tout le monde, mais personne ne connaissait personne vraiment. On savait les noms, les visages, les prénoms des enfants, mais pas les silences des femmes, les marques sous les manches ou les pleurs dans les greniers. Chez nous, les filles devaient apprendre à baisser les yeux, à ne pas poser de questions, à obéir. Ma mère, Solange, le répétait souvent, une fille qui parle trop finit seule ou morte. Je ne savais pas encore que ces mots seraient prophétiques. Je partageais une petite chambre avec ma sœur cadette, Nathalie, une fille douce, naïve, toujours en train de rire et de jouer à la corde dans la cour. Moi, j'étais plus rêveuse. Je lisais tout ce que je trouvais, même les vieux missels poussiéreux de ma grand-mère. Et puis, il y avait Marc, l'aîné, 19 ans quand moi j'en avais 13. Déjà costaud, la voix grave, les mains calleuses d'avoir aidé au champ avec papa. Tout le monde l'admirait. Ma mère le traitait comme un roi. Elle disait souvent « Marc, c'est notre fierté. C'est lui qui fera tenir cette maison. » Il avait une chambre à lui, au fond du couloir, une chambre sombre, aux rideaux tirés,
toujours en désordre. J'évitais cet endroit. Je le sentais. Quelque chose n'allait pas là-dedans. Mais un soir d'hiver, tout a changé. Je me souviens du feu dans la cheminée, de l'odeur du pain grillé, de mon père qui ronflait dans le fauteuil et de ma mère qui tricotait en silence. Marc m'a demandé de l'aider à chercher un vieux manuel dans sa chambre. J'ai dit non. Il a insisté. Il m'a tiré par le poignet, sans brutalité, mais avec une force qui ne permettait pas de refuser. Et là, dans cette pièce glaciale, entre des piles de vêtements et une lampe à moitié cassée, il a verrouillé la porte. Je ne savais pas encore ce qui allait se passer. Mon corps, si, il s'est mis à trembler. Mon cœur a cogné si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Marc m'a regardé sans un mot. Puis il a éteint la lumière et j'ai compris. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé. Pas juste ma dignité, pas seulement mon enfance, mon lien au monde, ma croyance que j'étais en sécurité chez moi. Il m'a dit, en chuchotant à l'oreille, « Tu ne diras rien, sinon maman ne te croira pas et papa te renverra chez les sœurs. » Je suis restée figée. Quand il a eu fini, il s'est rhabillé, a ouvert la porte et m'a dit de ne pas faire de bruit. J'ai couru jusqu'à la salle de bain. J'ai frotté ma peau jusqu'à ce qu'elle rougisse, pleurant sans son. Je n'ai pas mangé ce soir-là. Ma mère a haussé les épaules. Mon père n'a rien dit. Le lendemain, tout était comme avant, sauf moi. Je ne dormais plus. J'avais peur du moindre bruit. Je faisais semblant à l'école. Je souriais quand on me parlait. Mais à l'intérieur, j'étais morte. Et pourtant, cela ne s'est pas arrêté là. Marc revenait, parfois la nuit, parfois quand maman allait au marché. Toujours en silence. Toujours avec cette même voix. C'est toi qui me provoque. Tu bouges dans ton lit comme une femme. Je ne comprenais pas. Je ne voulais pas être une femme. Je voulais qu'il m'oublie. Je voulais disparaître. Un jour, j'ai saigné, puis plus rien, puis des nausées. Et enfin, cette certitude que mon ventre n'était plus vide. J'ai compté, j'ai prié, j'ai espéré que ce soit une erreur. Mais non, j'étais enceinte. Et je le savais. Ce n'était pas un miracle. C'était une condamnation. Quand j'ai dit à ma mère que j'avais du retard, elle m'a giflé encore. Tu es une traînée. Tu n'as que 13 ans et déjà tu fais honte à Dieu. Je voulais hurler que ce n'était pas moi, que c'était Marc. Mais je n'ai pas pu. Ses yeux étaient ceux d'une femme prête à m'enterrer vivante pour sauver les apparences. Ils m'ont envoyé chez une vieille tante à Avignon, officiellement pour aider à la ferme. Là-bas, on m'a caché. Pas de sortie, pas d'école, rien. Je portais en moi une vie que je n'avais pas choisie. Et chaque nuit, je parlais au ciel. Si tu existes, mon Dieu, fais que je meure dans mon sommeil. Mais je me réveillais chaque matin et je pleurais. Je n'étais qu'une enfant. Une enfant qu'on avait trahie. Je suis restée chez ma grande-tante Lucienne pendant presque 8 mois. Une vieille femme austère, sèche, sans enfant, sans tendresse et sans patience. Elle vivait dans une maison de pierre à l'écart d'Avignon, entourée de champs d'oliviers et de silence. Un silence qui me rappelait celui de ma propre maison, mais en plus dur, plus hostile, plus coupant. Je n'avais pas le droit de sortir, pas le droit d'écouter la radio, pas le droit d'écrire à Nathalie, pas même le droit de parler pendant les repas. Chaque matin, je me levais avant l'aube, mettais un tablier et je frottais les sols, lavais les draps, nourrissais les poules. Mon ventre grossissait, mon dos se courbait et mon âme s'effritait. Lucienne ne me posait jamais de questions. Elle savait, ma mère lui avait tout raconté, ou du moins ce qui l'arrangeait. Cette fille a fauté, le Seigneur seul peut la juger, avait-elle dit dans une lettre que j'ai surprise un jour sur la table. Et Lucienne, pieuse jusqu'à l'os, avait accepté de m'accueillir comme une pécheresse en pénitence. Aucune compassion, juste des prières, des sermons, des regards lourds. Une fois, j'ai osé lui demander si je pourrais écrire à ma sœur. Elle m'a répliqué, « Tu n'as plus de sœur, tu es une honte pour ta famille, tu remercieras le ciel qu'on ne t'ait pas envoyé au couvent. » Je n'ai plus jamais demandé. Les jours passaient, lents, identiques, le vent dans les cyprès, les mouches dans la cuisine, et ce bébé en moi qui grandissait malgré moi. Parfois, je posais ma main sur mon ventre, la nuit, et je chuchotais « Tu n'es pas responsable, ce n'est pas ta faute ». Mais aussitôt, une autre voix me rattrapait, celle de ma mère, celle de Marc, celle de Lucienne. « Tu es sale, tu es damnée ». J'ai commencé à me haïr, à me griffer les bras, à me pincer la peau jusqu'à laisser des marques. Je voulais me punir pour ce que j'étais, pour ce que je portais, pour ce que je ne pouvais pas dire. Et puis, il y a eu l'accouchement. C'était une nuit d'automne. Il pleuvait, il faisait froid. Lucienne a appelé une vieille sage-femme du village voisin. Pas de médecin, pas d'hôpital, pas de compassion. J'ai accouché dans une pièce sombre, sur un vieux matelas recouvert de plastique, seul, sans cri, sans main pour me tenir. Juste les ordres secs de cette femme et les regards inquisiteurs de Lucienne. Quand le bébé est sorti, je n'ai même pas eu la force de le regarder. C'était une fille. Elle a pleuré. Moi,
Non, je suis tombée dans les pommes. Je me suis réveillée 2 jours plus tard, dans un lit propre. Lucienne m'a dit, elle est là, dans le berceau. Tu la nourriras, mais ne t'attache pas. Elle sera confiée à une autre famille. Je n'ai pas répondu. Je me suis levée et je l'ai vue. Elle dormait, toute petite, toute douce, les poings fermés, le visage calme, et contre toute attente, j'ai pleuré. Pas de douleur, mais d'un amour inexplicable, brutal, immédiat. J'ai tendu les bras, je l'ai prise, je l'ai tenue contre moi, et j'ai chuchoté « Tu n'es pas une erreur, tu es mon pardon ». Lucienne est entrée, furieuse. Elle a tenté de me l'arracher. J'ai crié « Touche-la et je me tue. Tu entends ?» Je me jette dans le puits. Elle a reculé. Je ne sais pas ce qui m'a donné cette force, cette rage. Peut-être était-ce cette petite voix en moi, celle que j'avais étouffée depuis trop longtemps. Le lendemain, j'ai écrit à ma mère, pour la première fois depuis des mois. Je lui ai dit que je garderais cet enfant, que je ne rentrerai pas à Saint-Martial, que si elle tentait de m'en empêcher, je raconterais tout à la gendarmerie, au curé, aux voisins. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais 2 semaines plus tard, un mandat est arrivé, de l'argent, suffisant pour louer une petite chambre en ville et acheter du lait. C'est comme ça que j'ai commencé une nouvelle vie. À Cavaillon, avec un bébé dans les bras, 10 francs en poche et un passé trop lourd pour mes 17 ans. J'ai trouvé un emploi de femme de ménage dans une blanchisserie. Le patron, M. Delorme, un veuf aimable, m'a prise en pitié. Il m'a laissé travailler avec ma fille dans un coin. Je l'ai appelée Élise, un prénom doux, lumineux, qui ne rappelait rien de l'horreur. Elle grandissait, belle comme un matin d'été, et moi, je me reconstruisais, lentement, en silence, en lavant les draps des autres, en pliant le linge, en berçant ma fille le soir avec des chansons que j'inventais. Mais le cauchemar n'était jamais loin. Parfois, la nuit, je revoyais Marc, son ombre, ses mains, sa voix, et je me réveillais en sueur. Je dormais peu, je mangeais peu, je souriais peu, mais je vivais, et c'était déjà une victoire. À Cavaillon, je suis devenue invisible. Une silhouette de plus dans les rues, un visage sans histoire, une fille avec un landau et un tablier de travail. Et c'est exactement ce que je voulais. Plus personne ne me connaissait, plus personne ne pouvait me juger. Pas de regard familier, pas de questions indiscrètes. Juste le bruit des machines à laver, l'odeur de la lessive et le chant de ma fille, Élise, quand elle découvrait une lumière par la fenêtre. Je logeais dans une petite chambre au-dessus de la blanchisserie. Un lit, un berceau, une table, pas d'eau chaude. Mais j'étais libre, enfin, en apparence. À l'intérieur, je restais cette fille cassée de Saint-Martial, celle qui avait grandi trop vite, celle qu'on avait réduite au silence, celle dont le corps portait une mémoire que personne ne voulait entendre. Je me levais avant le soleil, préparais un peu de pain pour Élise et descendais au travail. Je frottais, rinçais, étendais. Mes mains étaient rouges, mes jambes fatiguées, mais mon esprit se tenait occupé. Je comptais les jours, non pas pour une date précise, mais comme un prisonnier grave des barres sur le mur. Chaque jour où je ne m'effondrais pas était une victoire. Monsieur Delorme, le patron, me regardait souvent avec tristesse. Il me proposait parfois de rentrer plus tôt, de prendre un peu de repos, mais je refusais. Le travail était mon armure, mon refuge. Les samedis, je faisais le marché avec Élise. Elle aimait les pommes et les fleurs. Je lui achetais parfois un petit bouquet, rien que pour voir ses yeux s'éclairer. C'est dans ces moments-là que je me souvenais. Je suis vivante, mais ce calme fragile a été brisé un jour de printemps. Je revenais du marché, Élise chantonnait dans sa poussette, et là, sur le trottoir en face, je l'ai vu, Marc. Je n'ai pas su si c'était réel ou une hallucination, mais c'était lui, plus âgé, bien habillé, en train de discuter avec un homme devant un camion. Mon sang s'est glacé, mes jambes ont tremblé. J'ai poussé la poussette vers une ruelle et couru comme si le diable était à mes trousses. J'ai passé la nuit entière à trembler, à revivre tout. Le lendemain, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus vivre dans cette peur. Il fallait que je parle, que je dise à quelqu'un, à n'importe qui. Mais à qui? Je suis allée voir un prêtre, un jeune curé italien, arrivé récemment à Cavaillon. Je lui ai raconté une partie, pas tout, juste assez pour qu'il comprenne que j'avais été violée par un membre de ma famille et que l'enfant que j'élevais était né de ce crime. Il m'a écouté en silence. Puis il a dit « Ce n'est pas votre faute, mais pour guérir, il faut pardonner. » J'ai failli hurler « Pardonner? Comment pardonner à quelqu'un qui m'a brisé, qui a tué mon enfance, qui a détruit ma foi ?» Je suis sortie en larmes, plus seule que jamais, mais cette rencontre a allumé quelque chose, pas le pardon, mais la nécessité de survivre autrement. J'ai commencé à écrire,
Des lettres, des mots, des souvenirs, des cauchemars. Je remplissais des carnets entiers la nuit. Personne ne les lisait, mais moi, je me vidais. Élise grandissait, curieuse, vive. Elle posait beaucoup de questions. « Pourquoi tu ne parles jamais de mamie, maman? Pourquoi on n'a pas de famille ?» Je souriais, j'évitais, je changeais de sujet. Mais je savais qu'un jour, il faudrait dire. J'ai tenté de reprendre des études, un soir par semaine dans un centre municipal. Lecture, calcul, un peu d'histoire. J'aimais ça, me sentir autre chose qu'un corps fatigué. Et puis un jour, le destin a frappé. Élise avait 7 ans. Elle est tombée malade, une forte fièvre, des douleurs au ventre. On l'a hospitalisée. Les médecins ont dit que c'était bénin, mais il fallait surveiller. Je suis restée à l'hôpital 3 nuits, sans dormir, à la regarder respirer, à me demander si Dieu allait me la reprendre. Et j'ai compris. Je ne pouvais plus vivre ainsi, cachée, brisée, fuyante. J'ai alors pris la décision la plus difficile de ma vie. Je suis retournée à Saint-Martial. Je n'avais jamais pensé que je remettrais un jour les pieds à Saint-Raphaël-sur-Loire. Cette ville, ces ruelles, ces toits rouges, tout me ramenait à une douleur ancienne, à une jeunesse enterrée sous le poids du silence. Et pourtant, un matin, j'ai fait mes valises. J'ai laissé Élise avec une voisine de confiance, prétextant un voyage pour affaires personnelles. Je ne lui ai pas dit que je retournais dans le lieu où ma vie avait été fracturée. Le trajet en train fut une torture. Chaque gare traversée, chaque arbre défilant par la fenêtre me rapprochait de souvenirs que j'avais tant tenté d'enfouir. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient et malgré le froid, une sueur perlait sur mon front. J'étais à la fois la femme de 40 ans et la petite fille de 13, celle que personne n'avait entendue. En descendant du train, l'odeur de la gare m'a frappée. Rien n'avait changé. Les mêmes bâtiments, les mêmes pancartes, même le vieux banc en fer semblait identique. Je marchais comme un fantôme. Mes pas me guidaient vers la maison de mon enfance, comme si mon corps savait mieux que moi le chemin de la douleur. Mais je ne suis pas allée jusqu'à la maison. Je suis restée au coin de la rue. Je l'ai regardée de loin. Elle était là, intacte, les volets repeints, le jardin un peu plus propre. Une femme est sortie. Je ne la connaissais pas. La maison avait changé de propriétaire. Et pourtant, tout en elle hurlaient encore les cris qu'on m'avait interdit de pousser. Je suis restée longtemps à observer, jusqu'à ce que mes jambes cèdent. Je me suis assise sur un trottoir et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré sans retenue. Pas de rage, pas de peur, juste un flot de douleur ancienne qui réclamait le droit d'exister. Je n'ai vu ni Marc, ni mes parents. Je ne savais même pas s'ils vivaient encore ici. Je ne voulais pas le savoir. Je ne voulais pas les voir. Mais je devais retourner là où tout avait commencé pour comprendre qui j'étais devenue. Je me suis rendue au cimetière. Là, je savais que reposaient mes grands-parents. Des gens bons que je n'avais pas su protéger de mon silence. J'ai déposé une fleur sur leur tombe. Et j'ai murmuré « Pardonnez-moi, je n'ai pas su crier à temps ». En quittant le cimetière, j'ai croisé une femme d'âge mûr. Son visage m'a semblé familier. Elle m'a reconnue. Elle m'a appelé par mon nom, mon ancien nom, celui que j'avais abandonné. « Clémence ? Clémence Maréchal ? C'est bien toi ?» Mon sang s'est glacé. Je ne voulais pas être vue, pas là, pas par elle. Elle s'appelait Viviane, une ancienne voisine. Elle m'a pris dans ses bras sans attendre. Et j'ai compris que tout le monde ne m'avait pas oublié. Elle m'a invité chez elle, j'ai hésité, mais j'y suis allée. Son salon était rempli de souvenirs, de photos, de chaleur. Elle m'a servi du thé et m'a demandé doucement « Où es-tu partie tout ce temps ? On disait que tu étais morte ou folle. » Alors j'ai parlé, pas tout, mais assez. Elle a écouté sans m'interrompre. À la fin, elle avait les larmes aux yeux. « Je suis désolée, on ne t'a pas protégée. » Ces mots ont été comme un baume. Personne ne m'avait jamais dit cela. Pas ma mère, pas mon père, pas l'église, personne. Et entendre cette vérité, même si elle venait trop tard, m'a soulagée. Je suis repartie le lendemain. Je ne voulais pas rester plus longtemps. Le passé avait été confronté, pas effacé, mais affronté. De retour à Cavaillon, j'ai embrassé Élise avec une telle intensité qu'elle m'a demandé si j'avais pleuré. J'ai répondu que oui, et elle m'a dit « C'est bien, maman, parfois, il faut pleurer pour guérir. » À ces mots, j'ai compris que ma fille n'était pas seulement mon refuge, elle était mon guide. Les jours suivants, j'ai repris le travail. Mais je n'étais plus la même. Quelque chose en moi avait bougé. J'avais regardé mes fantômes en face. Je les avais reconnus et je les avais laissés là où ils devaient rester, dans le passé. Mais la vie, elle, ne cesse jamais de tester les cicatrices. Un matin, en allant au marché, j'ai vu une affiche, une conférence sur le pardon, organisée par une association de femmes survivantes. J'ai hésité longtemps, puis j'ai décidé d'y aller. La salle était remplie, des femmes, des hommes aussi.
tous portaient un poids invisible, une souffrance partagée. Une survivante est montée sur scène. Elle a raconté son histoire. Et pour la première fois, j'ai entendu des mots qui ressemblaient aux miens. À la fin, on a proposé aux participants de témoigner. J'ai levé la main. Mon cœur battait la chamade. Mais j'ai parlé. Ma voix tremblait, mais elle était là. Je m'appelle Clémence et je suis revenue du silence. Les applaudissements ont été timides, puis forts, et j'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de renaissance. Il y a des vérités que l'on garde au fond de soi, non pas parce qu'on veut mentir, mais parce qu'on ne sait pas comment les dire. Pendant des années, j'ai regardé ma fille Élise grandir sans jamais lui raconter d'où elle venait vraiment. Chaque anniversaire, chaque rentrée scolaire, chaque question anodine sur les familles normales me poignardait le cœur. Mais je souriais toujours. Elle avait maintenant 13 ans, cet âge fragile où l'on commence à poser des questions qui font trembler le silence. Un soir, alors que nous dînions d'un gratin un peu trop salé, elle m'a demandé « Maman, est-ce que mon père t'aimait ?» J'ai figé, la fourchette suspendue, le souffle coupé. J'ai cherché une réponse dans la vapeur du plat. C'était compliqué, ai-je murmuré. Elle a baissé les yeux et je savais que cette réponse ne lui suffisait plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans la cuisine, les bras croisés, le cœur lourd. J'ai ouvert mon vieux journal, celui que je tenais en cachette, celui où j'écrivais tout ce que je ne pouvais dire. Et j'ai relu les premières pages. La douleur était intacte. Les mots brûlaient toujours. Mais il était peut-être temps qu'elle connaisse la vérité, ou du moins une partie. Le lendemain, je lui ai proposé une promenade. Nous sommes allés au bord de la Durance, là où les arbres s'inclinent doucement vers l'eau, comme s'ils écoutaient les confidences des passants. Elle marchait à côté de moi, en silence. Je lui ai tendu un carnet. C'est pour toi. Je l'ai écrit pour que tu saches qui tu es. Tu peux le lire quand tu seras prête. Elle ne l'a pas ouvert tout de suite. Elle l'a glissé dans son sac et m'a serré dans ses bras. Un geste simple, mais immense. Pendant les semaines suivantes, elle est restée silencieuse, mais je voyais dans ses yeux que quelque chose avait changé, moins d'innocence, plus de compréhension. Elle ne posait plus de questions, mais elle restait plus longtemps près de moi, comme si elle comprenait enfin le poids que je portais depuis toujours. Un jour, alors que je pliais le linge, elle est entrée dans la pièce avec le carnet entre les mains. Elle avait lu, elle savait. Elle s'est assise et m'a dit simplement « Tu n'as rien fait de mal, maman ». Et j'ai pleuré, encore, parce que entendre cela de la bouche de sa propre fille, c'est recevoir le pardon que le monde ne vous a jamais donné. Mais toutes les vérités ne peuvent pas être dites d'un coup. Il y avait encore des zones d'ombre, des détails trop durs, des douleurs que même le papier n'avait pas su consoler. Alors, j'ai continué d'écrire, pour elle, pour moi, pour cette petite fille en moi qui n'avait jamais eu le droit de parler. Entre-temps, Élise a commencé à s'impliquer dans des projets scolaires liés aux droits des femmes. Elle posait des questions, s'informait, lisait beaucoup. Elle s'était transformée. Ce n'était plus la fillette insouciante. C'était une jeune femme en devenir, éveillée, forte, et je savais que, malgré mon silence, je lui avais transmis quelque chose de précieux, la résilience. Mais chaque pas qu'elle faisait vers sa liberté réveillait en moi une peur viscérale. Et si cela recommençait? Et si un jour elle croisait quelqu'un comme Marc? J'étais terrifiée. Alors je suis devenue méfiante. Trop. Un jour, elle m'a dit « Maman, je ne suis pas toi. Tu dois me laisser vivre. » Ces mots m'ont transpercée. Elle avait raison. J'avais construit une forteresse autour d'elle, pensant la protéger. Mais j'étais en train de l'enfermer dans mes propres peurs. J'ai reculé, doucement. Je lui ai laissé de l'espace. Mais je lui ai aussi dit « Promets-moi que tu parleras si un jour quelque chose te fait mal. » Elle a promis et je l'ai cru. À cette époque, je suis retournée voir le groupe de soutien. J'avais besoin de comprendre comment d'autres mères avaient géré ce poids. Certaines avaient parlé très tôt à leurs enfants. D'autres avaient attendu. D'autres n'avaient jamais rien dit. Chacune avait sa manière. Mais toutes portaient en elles la même question. Comment protéger son enfant sans l'enchaîner à son propre passé? Un soir, une des femmes du groupe, Mireille, a raconté comment sa fille l'avait aidée à reconstruire sa confiance. Elle avait écrit un livre à 4 mains, une mémoire partagée. L'idée m'a troublée. Et si Élise et moi pouvions faire cela, non pas pour publier, mais pour relier nos histoires, pour guérir ensemble? Je lui en ai parlé. Elle a souri. Si on écrit, je veux écrire la vérité. Même la laideur, j'ai accepté. Parce que c'était cela, être mère. Accepter que ses enfants voient vos cicatrices et les aiment quand même. Nous avons commencé à écrire. Chaque soir, un petit morceau. Elle me posait des questions. Je répondais. Parfois, je fuyais. Parfois, je m'effondrais. Mais je restais là. Et elle aussi. Notre récit prenait forme. Une histoire à 2 voix. Une histoire de silence et de mots. Une histoire de violence
mais aussi d'amour. Pendant ce processus, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à me cacher. Il fallait que je dépose plainte, pas pour obtenir justice. Je n'y croyais plus, mais pour dire à voix haute ce que l'on m'avait forcé à taire. Je suis allée au commissariat, accompagnée d'Élise, j'ai raconté. Les policiers ont été respectueux. L'un d'eux m'a même dit « Vous êtes courageuse, madame ». Je n'ai pas répondu. Le courage n'était pas un choix, c'était une nécessité. Quelques semaines plus tard, on m'a informé que Marc avait été retrouvé, qu'il vivait à Lyon, qu'il niait tout. Bien sûr, il avait sa version, mais moi, j'avais la mienne, gravée dans mon corps, dans mon esprit, dans les pages écrites avec ma fille. Je ne voulais pas de confrontation, pas de procès, mais j'avais fait un pas. Et ce pas suffisait pour que je puisse me regarder dans le miroir. Aujourd'hui, Élise est presque adulte. Elle parle de devenir psychologue pour aider les femmes. Et je sais que, malgré mes silences, malgré mes peurs, j'ai planté en elle une graine de lumière. Et c'est peut-être cela être mère, transmettre l'espoir, même quand on n'en a plus. Quand Élise m'a parlé de publier mon histoire, j'ai d'abord ri, un rire nerveux, incrédule, presque douloureux. Je n'étais pas une écrivaine, je n'étais pas une militante. J'étais juste une vieille femme avec un passé que peu accepteraient d'écouter. Mais elle m'a regardée avec cette certitude que seuls les jeunes possèdent, et j'ai compris que ce livre n'était pas pour moi, il était pour elle, pour celles qui n'avaient jamais osé. Nous avons commencé à trier les pages, à structurer les chapitres, à relire les souvenirs. Chaque phrase était une morsure, un retour dans un passé que j'avais cru enterré. Mais il fallait que ce soit dit, sans haine, sans vengeance, mais avec vérité. Élise m'a aidé à formuler, à alléger certains passages, à rendre compréhensible ce qui, pendant longtemps, n'avait été que chaos. Nous avons envoyé le manuscrit à quelques maisons d'édition, sans attente. Je me disais que, tout au plus, cela resterait dans un tiroir. Mais quelques semaines plus tard, un éditeur indépendant nous a répondu. Il avait lu, il avait été bouleversé. Il voulait le publier, non pas pour vendre, mais pour transmettre, pour faire du bien. Je n'arrivais pas à y croire. Mon histoire, celle que j'avais portée en silence pendant près de 60 ans, allait être imprimée, partagée, exposée. J'étais terrifiée. Et en même temps, une part de moi se sentait fière. Pas pour ce que j'avais vécu, mais pour avoir survécu, pour être restée debout. Le livre est sorti un jour de printemps. Une couverture simple, sobre, mon prénom, un titre discret, ce qu'on n'ose pas dire. Je l'ai tenu entre mes mains et j'ai pleuré. Pas des larmes de douleur, des larmes de soulagement. Les premières réactions sont arrivées vite, des lettres, des messages, des femmes que je ne connaissais pas, qui me remerciaient. Certaines partageaient leurs histoires, d'autres disaient simplement « Grâce à vous, j'ai parlé ». Et là, j'ai compris que tout avait un sens, que mes mots, loin d'être une fin, étaient devenus un début pour d'autres. La presse locale a voulu m'interviewer. J'ai hésité. Me montrer, parler à visage découvert, c'était un pas immense. Mais Élise m'a prise la main. « Tu n'as plus rien à cacher, maman. Tu es forte. » Alors j'ai accepté. J'ai raconté mon histoire devant une caméra, la voix tremblante, mais le regard droit. Le journaliste a été respectueux. Il m'a appelée Madame Maréchal avec une telle douceur que j'ai senti pour la première fois le respect que je m'étais toujours refusé. L'émission a été diffusée et les réactions ont été au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Des femmes m'arrêtaient dans la rue. Des jeunes filles me regardaient avec admiration. Même certains hommes me disaient « on ne savait pas ». Et pourtant, malgré cette vague de soutien, il y avait en moi une peur ancienne, la peur que Marc réapparaisse, qu'il tente de nier, de salir, de détourner mes mots. Mais il n'a jamais donné signe. Le silence, cette fois, venait de lui, et cela me suffisait. Dans les mois qui ont suivi, j'ai été invitée à parler dans des lycées, des associations, même dans une conférence sur le trauma. Moi, Clémence Maréchal, qui avait passé ma vie à me taire, j'étais devenue celle qui parlait. Mais chaque mot prononcé, chaque témoignage, ravivait aussi une douleur. Ce n'était pas facile. Il m'est arrivé de quitter une salle en larmes, de me réveiller en pleine nuit, le cœur battant, hanté par les souvenirs. Pourtant, je continuais, parce que je savais que le silence ne protégeait personne et que ma voix, désormais, avait une portée. Un jour, après une conférence, une femme d'environ 40 ans est venue me voir. Elle avait les yeux pleins de larmes. Elle m'a serré fort et m'a dit « Vous m'avez sauvée ». J'ai vécu presque la même chose et je n'avais jamais pu en parler jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai prise dans mes bras et dans ce moment suspendu, je me suis sentie utile, vivante, guérie, pas totalement, mais avancée. Oui, Élise, de son côté, avait décidé de faire son mémoire de fin d'études sur la transmission intergénérationnelle du traumatisme.
Elle a cité notre livre, nos échanges, notre parcours. Je l'ai relu avant sa soutenance. C'était brillant, sensible, digne. Elle a obtenu la meilleure note de sa promotion. Et moi, j'ai pleuré, encore, mais cette fois, de fierté. Un soir, alors que nous marchions ensemble au bord de la Sorgue, elle m'a dit « Tu sais, maman, ce que tu as vécu n'est pas ce qui te définit. Ce qui te définit, c'est ce que tu en as fait. » Ces mots sont restés gravés en moi. J'y pense souvent, parce qu'ils sont vrais. J'ai commencé à recevoir des invitations d'autres pays francophones, Belgique, Canada, Suisse, des groupes de femmes, des associations de défense des droits. Mon histoire résonnait bien au-delà de Cavaillon. Et chaque fois, je me sentais à ma place. Même si je restais, au fond, cette femme simple, discrète, qui avait juste osé parler. Mais avec cette exposition est venue une autre forme de pression, des critiques, des voix anonymes qui disaient que j'exagérais, que ce genre d'histoire n'avait pas besoin d'être racontée ainsi, que je cherchais l'attention. Ces attaques m'ont blessée, sincèrement. Mais Élise m'a rappelé que ces voix n'étaient rien face à celles que j'aidais. Un jour, j'ai reçu une lettre d'une jeune fille de 16 ans. Elle disait avoir lu mon livre en cachette, l'avoir trouvé à la bibliothèque de son lycée. Et elle écrivait « Je ne savais pas que d'autres vivaient ce que je vis. Merci de m'avoir donné le courage d'en parler. » J'ai pleuré, encore, parce que cette lettre, c'était la preuve que mes mots touchaient, que mes silences d'autrefois n'avaient pas été vains. Aujourd'hui, mon livre en est à sa 3e réédition. Il est étudié dans certaines universités. J'ai été invitée à parler à l'Assemblée nationale lors d'un débat sur les violences faites aux femmes. Moi, Clémence, 84 ans, debout dans l'hémicycle, parlant au nom de tant d'autres. Et pourtant, je reste humble, parce que chaque histoire est unique et que si la mienne résonne, c'est parce que tant d'autres ont été tues. Il m'a fallu plus de 70 ans pour comprendre que je n'avais pas à m'excuser d'exister, que ce n'était pas moi la faute, ni à 9 ans, ni à 14, ni à 30. Ce n'était pas ma jupe, ni mes silences, ni mes cris étouffés. Ce n'était pas ma fragilité, ni ma naïveté. Ce n'était pas moi. Mais pendant si longtemps, j'ai cru que si on ne sort pas indemne d'un silence forcé, on ne se reconstruit pas facilement après avoir été brisée, réduite, ignorée. Ce n'est pas un simple pansement sur une plaie, c'est une renaissance lente, douloureuse, incomplète parfois, et pourtant une renaissance quand même. Dans les années qui ont suivi la parution de mon livre, j'ai commencé à redéfinir ma place dans le monde, ce monde que je regardais auparavant avec méfiance, avec honte. Je suis devenue celle qui ose lever la main dans une assemblée, celle qui parle dans les colloques, qui corrige doucement ceux qui doutent encore de la véracité des violences. Je suis devenue cette voix posée, mais ferme, qui dit « Ce que vous niez, je l'ai vécu ». Mais au-delà des événements publics, c'est dans les petits gestes du quotidien que ma guérison s'est vraiment révélée. Comme ce jour où, dans la boulangerie, une femme m'a appelé par mon prénom et m'a remercié devant tout le monde. Ou celui où, au marché, une adolescente m'a demandé timidement de signer son exemplaire du livre. Ces moments simples mais bouleversants m'ont prouvé que j'existais pour autre chose que pour ma douleur. Chez moi, j'ai accroché sur le mur du salon une photo de moi, à 20 ans. Cette fille que j'avais tant haïe, tant blâmée, maintenant, je la regarde avec tendresse. Elle ne méritait pas la honte qu'on lui avait imposée. Elle ne méritait pas les silences. Alors je lui parle. Je lui dis que je suis là, que je veille sur elle, que nous avons survécu. J'ai aussi recommencé à faire des choses que j'avais mises de côté. Peindre, marcher seule dans les bois, écouter de la musique sans pleurer. Je me suis même surprise à rire aux éclats, sans culpabilité. Ce rire-là, il m'avait manqué. Élise a souvent été mon miroir. Elle me renvoyait l'image d'une femme forte, alors même que je doutais de ma valeur. Elle m'a fait comprendre que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une forme de courage. Grâce à elle, j'ai cessé de baisser les yeux quand on me posait des questions personnelles. J'ai appris à dire « oui, c'est arrivé », sans honte, sans trembler. Un jour, lors d'un atelier d'écriture dans un centre pour femmes en reconstruction, une participante m'a demandé « Et aujourd'hui, que ressentez-vous vraiment ?» Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai répondu « Je ressens que j'ai le droit d'être là, de respirer, d'aimer, d'être aimée. C'est peut-être ça, le plus grand miracle de ma vie. M'être réapproprié mon corps, ma voix, mon espace. Je n'ai pas de partenaire. J'ai aimé brièvement, mais mes blessures rendirent la confiance difficile. Pourtant, je ne me sens pas seule. J'ai ma fille, mes amis du cercle, les femmes que j'accompagne, les jeunes que je sensibilise. Ma solitude n'est plus un vide, c'est un choix, un calme habité. Mais le chemin n'est pas linéaire. Il y a encore des jours de tempête, des nuits où les souvenirs frappent
comme des coups, des anniversaires que je redoute, des regards qui réveillent la vieille peur. Mais aujourd'hui, je ne fuis plus, je les affronte. Je respire profondément et je me dis, tu as survécu à pire, tu n'as plus à te cacher. Je suis même retournée à l'église, pas pour prier comme avant, mais pour me réconcilier avec cette part de moi qui croyait en quelque chose de plus grand. Je me suis assise dans un banc, seule, et j'ai pleuré, pas de douleur, mais de paix. Je ne sais pas si Dieu m'a entendu, mais moi, je me suis entendue. Je me suis pardonnée. Ce pardon, je ne l'ai jamais accordé à ceux qui m'ont fait du mal. Pas parce que je suis rancunière, mais parce qu'ils n'ont jamais demandé pardon. Et je crois que le pardon forcé est une autre forme de violence. Mais je me suis libérée de leur emprise. Ils n'ont plus d'espace dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis âgée. Mon corps me le rappelle chaque jour. Mais mon âme, elle, est légère. J'ai fait la paix avec moi-même, avec la petite Clémence, brisée dans l'enfance, avec l'adolescente perdue, avec la mère en panique, avec la femme silencieuse. Je les accueille toutes en moi. Je ne m'excuse plus d'être ce que je suis. Et si je pouvais revenir en arrière, je prendrais cette petite fille dans mes bras. Je lui dirais, ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas sale. Tu es précieuse. Et un jour, tu verras, tu brilleras plus fort que leur obscurité. Il y a des douleurs qu'on croit porter jusqu'à la fin, des marques qui semblent indélébiles, des nuits qui ne promettent jamais l'aube. Et pourtant, un jour, sans savoir exactement comment ni quand, on se réveille avec un souffle différent, plus calme, plus vrai. Ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas l'effacement, c'est la paix. J'ai mis plus de 70 ans à reconnaître cette sensation. Le jour où j'ai ouvert les yeux sans cette tension dans la poitrine, sans ce réflexe de protection, sans la peur d'un mot, d'un bruit, d'une date, j'ai compris que quelque chose avait changé. Je n'étais plus en guerre contre moi-même. Ce n'est pas arrivé d'un coup, c'était progressif. Chaque petit acte de courage, chaque mot prononcé à haute voix, chaque souvenir affronté m'avait lentement conduite vers cette délivrance. Apprendre à vivre sans peur, ce n'est pas prétendre qu'elle n'a jamais existé, c'est marcher à ses côtés sans lui laisser les rênes. Aujourd'hui, je vis à Apt, dans une maison modeste, entourée de collines et de champs de lavande. Le silence y est doux, je l'écoute sans crainte. Il ne m'étouffe plus, il me berce. Ma fille Élise vit à Marseille. Elle m'appelle chaque matin. Elle veut savoir comment je vais, ce que je peins, si j'ai bien dormi. Elle me parle de ses enfants, de son travail, de ses doutes aussi. Et moi, je l'écoute. Je la conseille quand elle me le demande. Je suis là, présente, entière. Je peins encore, beaucoup. Des visages de femmes au regard profond, des mains tendues, des paysages flous. Ce ne sont pas des œuvres pour les galeries, ce sont des morceaux de mon âme. Je les offre parfois à celles qui me racontent leur propre histoire, comme un échange silencieux entre survivantes. Je participe à des cercles de parole, j'écoute des femmes plus jeunes, parfois plus âgées. Je reconnais dans leur silence les miens d'autrefois. Je reconnais dans leur voix tremblante le courage qu'il m'a fallu toute une vie pour apprendre. Et je leur dis qu'il n'est jamais trop tard pour guérir, jamais trop tard pour se choisir. Je n'ai jamais pardonné à ceux qui m'ont blessé. Ils ne m'ont jamais demandé pardon. Et je ne crois pas que le pardon soit une obligation. Mais j'ai cessé de leur donner de l'espace dans ma vie. Ils n'habitent plus mes pensées. Ils ne dirigent plus mes émotions. Ils n'ont plus de pouvoir. Mon corps me rappelle chaque jour que les années passent. Je ne suis plus aussi vive ni aussi alerte, mais je suis vivante et c'est cela qui compte. Mon souffle est là, mon cœur bat, ma voix existe. Je ne cherche plus à convaincre, ni à me justifier. Je suis ce que je suis. Une femme qui a traversé l'orage, une femme qui a survécu à ces tempêtes, une femme qui vit sans s'excuser. Il m'arrive encore de rêver de mon enfance. Je revois la cour de la ferme, le visage de ma mère, le regard de mon frère, les rires étouffés. Mais dans ces rêves, je ne suis plus figée. Je me tiens droite, je parle, je crie parfois, je me défends. C'est comme si mon inconscient avait enfin trouvé le courage de réécrire l'histoire. J'ai rédigé une lettre que je n'ai jamais envoyée, une lettre à celle que j'étais à 9 ans. Je l'ai relue 1000 fois. Elle disait simplement « Ce n'était pas ta faute, tu n'as rien fait de mal. Tu méritais l'amour, la sécurité, la tendresse. Tu étais une enfant. » Je garde cette lettre dans une boîte, avec quelques photos, des coupures de journaux, des dessins de mes petits-enfants. C'est mon coffre de mémoire. Pas un sanctuaire de douleur, mais un témoignage de vie, de survie. Dans le village, les gens me saluent. Certains m'ont lu, d'autres m'ont entendu lors d'une conférence. Il y en a qui ne savent rien de mon passé. Ils voient une vieille dame qui promène son chien, qui achète ses légumes au marché, qui s'assoit sur un banc pour lire. Et cela me va. Parce que je ne suis plus seulement mon histoire, je suis aussi mon présent. Je n'ai plus peur d'aimer, même si j'ai été seule si longtemps.
J'ai des amitiés solides, des liens tissés dans la vérité, la confiance, le respect. Je n'ai pas de compagnon, mais je ne me sens pas incomplète. J'ai appris à me suffire. J'ai appris à dire non, à poser des limites, à me regarder dans le miroir sans détourner les yeux. J'ai appris à pleurer sans honte, à rire sans retenue. J'ai appris à vivre, tout simplement. Et si aujourd'hui, je devais laisser un message à celles et ceux qui liront ou entendront mon histoire, ce serait celui-ci. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. Et même dans l'obscurité, il existe une lumière. Elle peut être faible, vacillante, mais elle existe et elle vous appartient. À toutes les femmes qui ont été brisées, à celles qui doutent, à celles qui se taisent encore, je veux dire, vous méritez la paix, vous méritez la tendresse. Vous méritez de vivre sans peur. Ce n'est pas facile. C'est un chemin long, parsemé de rechutes, de silences lourds, de pas hésitants. Mais c'est un chemin possible. Et chaque pas compte, chaque geste de soin, chaque mot arraché au silence. Moi, Clémence Maréchal, 83 ans, de la campagne du Vaucluse, je suis la preuve vivante que l'on peut renaître, que même après une vie de douleur, il est possible d'atteindre un rivage paisible. Alors si vous êtes encore au milieu de la tempête, accrochez-vous, regardez autour de vous, cherchez cette main tendue et surtout, croyez en votre propre force. Elle est là, même si vous ne la sentez pas encore. Et quand vous y parviendrez, quand vous sentirez ce souffle nouveau dans vos poumons, ce silence qui apaise au lieu d'effrayer, alors vous saurez, vous vivez enfin, pleinement, librement, sans peur. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette histoire, laissez dans les commentaires cette phrase. Je suis resté jusqu'à la fin parce que je crois en la guérison. Abonnez-vous, partagez cette histoire et souvenez-vous toujours, vous méritez une vie digne, une vie libre, une vie en paix. Cette vidéo est une œuvre originale, inspirée de faits réels. Toute la narration a été créée avec soin et émotion et constitue une production entièrement indépendante.